soutenance de thèse en vue d'obtenir l'obtention du grade de docteur de l'Université Montpellier 2 en spécialité informatique à l'école doctorale I2S. Cette thèse a été réalisée au CIRAD entre les équipes Green et Agir, et j'ai également passé 6 mois accueilli par l'Asian Institute of Technology. Donc ma thèse s'intitule Modélisation et simulation de l'interdépendance entre l'objet, l'observateur et le modèle de l'objet dans la triade de Minsky. Et elle est appliquée à la surveillance épidémiologique en santé animale. Donc ma présentation est un peu particulière dans le sens où l'ensemble des diapositives que je vais vous présenter sont dessinées sur cette image. Et pendant toute la présentation, je vais faire des focus et des zooms sur cette image pour appuyer mon discours. Donc ça me permet de séparer clairement ma présentation selon 3 axes. Donc le cadre conceptuel que je développe dans ma thèse, donc, qui est la modélisation et la simulation de la triade de Minsky, un outil informatique qui permet d'utiliser ce cadre conceptuel, et une application qui illustre comment l'utiliser. Donc la première feuille concerne le cadre conceptuel, donc, qui se représente graphiquement de cette manière et qui se base sur le concept de la triade de Minsky. Donc j'ai mis dans les petites feuilles du trèfle l'existant à chaque fois. Mon application, c'est la surveillance épidémiologique. Donc pour chaque objet ou modèle de mon application, je l'ai positionné dans mon cadre conceptuel. Et enfin, l'outil informatique. Ah non. Pardon. Bon, il y a une autre feuille d'outils informatiques. Donc la dernière feuille concerne l'outil informatique qui se base sur la théorie de la modélisation et de la simulation, et dans laquelle j'ai effectué des développements. Donc à la fin de mon discours, ce que j'aimerais montrer, si j'ai de la chance, on trouvera un trèfle à 4 feuilles, et je pourrais montrer que je développe un cadre conceptuel et opérationnel qui est formalisé et qui est implémenté, et je l'applique à l'épidémiosurveillance. Donc, pour commencer par le cadre conceptuel, il se base sur la définition que Marvin Minsky avait fait d'un modèle, qui disait qu'un objet A étoile était un modèle d'un objet A pour un observateur B, à partir du moment où l'observateur B peut répondre à des questions qui se posent sur A en utilisant l'objet A étoile. Donc, partant de cette définition, j'ai appelé les 3 entités qui apparaissaient, le modèle, l'observateur et l'objet, la triade de Minsky. Et je vais m'intéresser à la relation qu'il y a entre l'observateur et l'objet, à la relation qu'il y a entre l'observateur et le modèle, et à l'interconnexion entre toutes ces entités. Et pour m'y intéresser, je vais modéliser cette triade. Donc je vais le développer au fur et à mesure de ma présentation. Et je vais commencer par expliquer ma question de recherche qui m'a amené à proposer le cadre conceptuel qui est dans la grande feuille que je présenterai tout à l'heure. Donc, un exemple de triade en épidémiologie est le suivant. C'est comme objet, on a un système épidémiologique. Donc, mon application, c'est la surveillance épidémiologique en santé animale. Donc, comme objet, on a un système épidémiologique. L'observateur, ça va être des services vétérinaires. Et les services vétérinaires vont observer le système épidémiologique en utilisant des systèmes de surveillance. Ils vont utiliser un modèle pour décider le contrôle qu'ils vont effectuer sur le système. Donc on retrouve le système épidémiologique qui est l'objet, les services vétérinaires qui sont l'observateur, et les modèles épidémiologiques, ou le modèle épidémiologique qui est un modèle. Donc pour cette présentation, j'ai choisi un cas d'école que je décris ici, et à chaque fois, dans toute la présentation, je vais utiliser ces petites vignettes pour rappeler les éléments dont je parle. Donc là, c'est le système épidémiologique. C'est une région
on imagine une région indemne de maladie avec des animaux susceptibles à la maladie, qui est observé par un système d'épidémiovigilance, c'est-à-dire un système capable de détecter l'apparition du premier foyer, et qui peut être observé également par un système d'épidémiosurveillance, qui est un système proactif, qui va essayer de monitorer l'évolution de la maladie dans la région. Et le contrôle que peut effectuer le service vétérinaire sur le système, on a imaginé un contrôle qui consiste à restreindre le mouvement des animaux, ce qui limite la diffusion de l'épidémie. Et le modèle qui est utilisé est un modèle le plus simple possible, qu'on appelle SIS, et qui est décrit par deux équations différentielles qui décrivent l'évolution du nombre de susceptibles et du nombre d'infectieux dans une population en fonction de deux paramètres. Le paramètre bêta qui caractérise le taux d'infection d'une unité épidémiologique à une autre, et le paramètre gamma qui caractérise le taux de rétablissement des unités épidémiologiques. Donc les unités épidémiologiques ici, c'est par exemple des villages ou des sous-régions de la région qui sont considérées là. Et donc ça, c'est un modèle de système dynamique, c'est-à-dire qu'on peut le simuler et qui décrit des processus et une évolution de l'état du système dans le temps. Donc là, j'ai montré deux simulations d'un tel modèle. Donc on voit en ordonnée la prévalence dans le système, donc la proportion. On voit des proportions d'individus en ordonnée et le temps de simulation en abscisse. Et en bleu, on a la proportion d'individus qui est susceptible à la maladie, donc qui n'est pas infecté, et en rouge, la proportion d'individus qui est infecté dans le système. Et donc, si on regarde les courbes pleines, par exemple, ça correspond à une simulation. On avait un individu infectieux au départ, et le nombre d'individus augmente, et en même temps, le nombre d'individus susceptibles diminue. Et ce qui est remarquable dans ce système d'équations différentielles, donc ce modèle, c'est qu'on a un attracteur, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, on peut prévoir l'état à l'équilibre du système en fonction des paramètres, uniquement des paramètres du système, et en fait en calculant le rapport bêta sur gamma qu'on note R0. Et pour un même jeu de paramètres, si on prend un état initial différent, eh ben, on va retomber sur cet attracteur. Et en fait, cette valeur R0 est un indicateur particulièrement important et utilisé en épidémiologie, puisqu'il caractérise l'état à l'équilibre, et généralement on dit qu'il s'agit du nombre de cas secondaires entraînés par un cas primaire arrivant dans une population saine. Et donc c'est un indicateur qui est beaucoup utilisé par les services vétérinaires. Voilà, donc pour reprendre l'évolution d'une situation organisée comme je l'ai décrite, au début, on a un système d'épidémiovigilance qui est en marche. À partir du moment où on a un cas détecté, c'est-à-dire qu'on sait que la maladie est là, un système d'épidémiosurveillance est mis en place pour monitorer l'évolution de la prévalence dans la région. En même temps, une mesure de contrôle est mise en place, mais c'est une mesure de contrôle par défaut qui restreint les mouvements d'animaux. Et on imagine qu'au bout d'une période après laquelle on a suffisamment d'informations de prévalence, donc là à chaque fois c'est les campagnes d'échantillonnage, eh ben, les services vétérinaires peuvent utiliser un modèle pour caractériser la dynamique de la maladie en calculant justement cet indicateur R0. Et ce qui est remarquable dans cette utilisation particulière du modèle, c'est que le modèle qu'on a créé, on l'a calibré sur cette situation ici. Et cette situation-là, en fait, on ne la retrouvera jamais, puisqu'on ne va pas redéclencher une épidémie exactement de la même manière dans la région pour voir si notre modèle aurait pu la prévoir ou pas. Et la suite de l'épidémie va être différente, puisque on va changer
la restriction le niveau de contrôle en utilisant notre résultat de modélisation. Donc c'est de cette constatation qui est parti mon projet de thèse, et donc qui pose la question, vu qu'on ne peut pas reproduire cette expérience, comment, donc, qui est ma question de recherche que j'ai située au centre du trèfle, comment évaluer le modèle d'un système dynamique qui n'est pas expérimentable. Donc quand je dis comment évaluer, c'est comment quantifier est-ce qu'on a un bon modèle ou un mauvais modèle, mais également quels critères d'évaluation prendre en compte pour évaluer justement ce modèle. Donc voilà, ça là j'ai essayé de préciser ma question de recherche qui est au centre de mon trèfle. Et pour ça, ma proposition, c'est mon cadre conceptuel, qui est là, pardon, et qui consiste à modéliser la triade de Minsky dans son ensemble. Donc, on se rappelle de la triade que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, en fait, plutôt de se poser la question, est-ce que le modèle A étoile ressemble à l'objet A ou se comporte de la même manière que l'objet A, on va se poser une question sur l'ensemble de cette triade en se plaçant en tant qu'observateur extérieur C, et on va se demander si on a bien une bonne interaction. Enfin, on va s'interroger sur la relation entre les différentes entités de cette triade et sur leur interaction. Et pour ce faire, on va construire un modèle T étoile de la triade. Donc à chaque fois, j'ai apposé une étoile après une lettre pour dire que c'est un modèle de cet objet. Et ici, on voit le modèle AB étoile, qui est un modèle de l'objet A pour l'observateur B. Lorsqu'on modélise l'ensemble de la triade T, on construit un modèle T étoile. Et donc on va construire un modèle de chacun des composants. Donc un modèle de l'objet A qu'on va noter A étoile C, puisque c'est un modèle de l'objet A pour l'observateur C. Un modèle de la relation à l'objet qu'on va noter ρO étoile. Donc j'ai noté ρO comme relation à l'objet pour la relation entre l'observateur et l'objet, et ρM pour la relation au modèle, la relation entre l'observateur et le modèle. Donc ρO étoile, B étoile pour l'observateur, ρM étoile pour la relation au modèle, et A étoile étoile pour la modélisation du modèle A étoile. Donc ça, en fait, c'est mon cadre conceptuel, et en fait, on peut s'apercevoir que, ce faisant, on construit une nouvelle triade, puisque on a un objet T sur lequel on se pose des questions, et pour lequel on crée un modèle T étoile. Et cette triade, on la note T'. Donc ce schéma, cette triade, j'en parlerai soit comme une triade de triade, puisque c'est une triade dans laquelle l'objet est la triade, soit comme je la désignerai par T'. Donc, pour être plus expressif, je vais passer au cas d'application. Donc, dans notre feuille d'application, il y a un petit problème. Désolé, ça risque de nous suivre en plus. Mais, donc, la triade, on va reprendre la triade cas d'école en épidémiologie que j'avais présentée précédemment, et on va la modéliser, et on va se poser des questions dessus. Donc, ici, là, on se rappelle le modèle qu'on appelle SIS, puisque les individus sont susceptibles, après ils deviennent infectieux, après ils redeviennent susceptibles, qui est décrit par ces équations. Et on va se poser des questions sur la capacité des services vétérinaires à contrôler une épidémie en utilisant ce modèle-ci et en le simulant d'une certaine manière, en utilisant des indicateurs pour prendre leurs décisions de contrôle. Donc les questions qu'on se pose sur le système sont typiquement: quel est l'impact du système de surveillance sur l'évolution de la maladie? Quel est l'impact du modèle épidémiologique qu'on utilise sur l'évolution de la maladie? Et est-ce que ces impacts dépendent des caractéristiques de l'épidémie? Voilà. Donc ça, c'est la relation qu'on a à l'objet triade. C'est les questions qu'on se pose. Et ce que j'aimerais bien montrer, c'est que ces questions-là, on peut les exprimer de manière précise par un tas d'indicateurs, et typiquement un ensemble d'indicateurs sur les scénarios
de triades possibles. Donc par exemple, un indicateur qui concerne l'observation d'épidémiosurveillance serait la période d'échantillonnage. Donc j'ai représenté par une vignette avec une petite montre, où la précision relative désirée, qui est une petite cible, qui va déterminer la taille de l'échantillon à chaque campagne d'échantillonnage, la taille de l'échantillon qui est observée par la surveillance proactive. Ça, c'est pour la relation qu'on a d'observation, mais on peut aussi imaginer des indicateurs pour caractériser le système épidémiologique. Typiquement, là, on a choisi la vitesse de transmission entre les unités épidémiologiques les transmissions de la maladie, qu'on a représentées par une petite flèche comme ça qui représente le flux de transmission. Et on peut s'interroger également sur l'utilisation qu'on fait des modèles et la simulation qu'on va faire du modèle pour calculer le R0. Donc typiquement, là, ce qu'on a choisi, c'est est-ce qu'on connaît le paramètre gamma ou pas? Est-ce qu'on connaît le taux de transmission le taux de rétablissement des unités épidémiologiques ou pas. Donc ça, c'est pour imaginer un ensemble de scénarios. Et maintenant, une fois que ces scénarios sont imaginés, ce qu'on aimerait savoir sur le système, c'est par exemple, quelle est la mortalité de volailles, par exemple, ou d'animaux dans la région. Quelle est la période de quarantaine, parce qu'il faut savoir que quand une région est infectée, si c'est une maladie suffisamment importante, une période de quarantaine peut être imposée à la région. Donc forcément, ça implique un manque à gagner pour toute la filière de production, et qu'elle ne peut pas exporter d'animaux. Et donc, on a intérêt à ce que l'épidémie dure le moins de temps possible pour pouvoir recommencer à exporter. Et en parallèle, quel coût on met dans les mesures de contrôle? Donc, quel coût est investi dans la surveillance et quel coût est investi dans le contrôle, donc dans la mesure de restriction des animaux, qui a aussi un impact négatif forcément sur la filière de production. Voilà, donc c'est pour répondre à ces questions qu'on va modéliser chaque composant. J'ai mis un petit système comme ça autour des vignettes pour montrer que c'est des modèles des composants, qu'on va vouloir modéliser chaque composant de notre triade et se poser des questions sur le modèle plutôt que sur des questions sur l'objet, puisque ce modèle, on peut l'expérimenter vu que c'est des épidémies virtuelles. Et c'est pour ça qu'on a construit notre outil informatique. Donc on va passer sur la feuille informatique. Et on va commencer par l'existant, qui sont les outils sur lesquels on se sont basés, qui sont la théorie de la modélisation et de la simulation, qui s'intéresse au modèle de système dynamique et qui pose tout un cadre pour les étudier et pour les définir, et qui considère qu'un modèle est un ensemble de règles qui peut permettre, qui décrit un comportement dynamique et qui, grâce à un simulateur, doit permettre de générer le même type de comportement d'entrée-sortie que le système source qui le modélise. Et ce, à l'intérieur d'un cadre expérimental qui définit l'ensemble des expériences qui doivent être, pour lesquelles le modèle doit permettre de générer un comportement statistiquement semblable au système source. Et ce qui est particulièrement intéressant dans la théorie de la modélisation et de la simulation, c'est qu'il propose un formalisme qui s'appelle DEVS, donc je ne vais pas l'expliquer précisément dans ma présentation, mais qui permet de décrire formellement l'ensemble de règles décrire formellement l'ensemble de règles qui décrit le comportement dynamique du modèle. Et ce formalisme, il englobe d'autres formalismes, et il permet de représenter, donc ici on voit un modèle de système dynamique avec une entrée et deux sorties, et ce modèle-ci peut être représenté comme le couplage d'autres sous-modèles de système dynamique. Et on peut avoir par exemple ici un modèle A qui est décrit par des équations différentielles, et là un modèle E qui est décrit par un système multi-agent. Et en utilisant le formalisme DEVS, on peut coupler ces deux formalismes, le formalisme d'équations différentielles au formalisme de système multi-agent, tout en conservant une cohérence
formelle au niveau de la définition de notre modèle global. Et donc il y a des outils qui existent pour des outils informatiques qui existent pour spécifier donc ce type de modèle en devs et l'implémenter sur un ordinateur. Et par exemple, cette figure-là, elle a été générée par l'outil que j'ai utilisé pendant tout le cours de ma thèse, qui s'appelle VLE pour Virtual Laboratory Environment, et qui permet de décrire des structures devs, donc des modèles, et de les simuler sur un ordinateur. Et donc qui déjà prévoit le fait de pouvoir programmer le comportement d'un modèle en écrivant juste une équation différentielle, et le comportement va être traduit dans le formalisme devs de façon automatique, ce qui va permettre un couplage de tous les sous-systèmes. Maintenant, en utilisant cette théorie de la modélisation et de la simulation, on a construit un modèle formel de notre modèle conceptuel du T étoile. Donc T étoile, c'était l'objet qui était à droite le modèle qui était à droite de ma triade de triade, donc de T'. Et pour chaque entité du modèle T étoile, eh ben, on a proposé un modèle de système dynamique formalisé en devs, ou au moins une structure générique qui permette de coder le comportement de cet objet. Donc pour l'objet A étoile C, qu'on appelle le système cible, on a un ensemble de composants qui modélisent le système cible. Pour la relation à l'objet ρ étoile, on a un ensemble de composants, donc j'ai appelé SPOC parce que c'est le système pour l'observation et le contrôle, qui modélise la relation à l'objet et qui est en très forte interaction avec le système cible. Et pour l'observateur, on a un modèle du processus de décision qui va être réalisé par l'observateur. Et enfin, on a un modèle de processus expérimental qui décrit comment l'observateur va utiliser le modèle A étoile étoile. Et ce qui est intéressant ici au niveau de la théorie de la modélisation et simulation de préciser, ce que j'aimerais préciser, c'est que pour tous ces couplages qui sont ici entre le SPOC, le système cible, le SPOC et le processus de décision, le processus de décision et le processus expérimental, ils sont couplés en utilisant les propriétés de dev de couplage classique qui sont décrites par la TMS. Mais pour ce qui est de l'utilisation du modèle A étoile étoile, on voit bien qu'on ne couple pas le modèle A étoile étoile au reste du système, mais que ce qu'on modélise, c'est l'utilisation qui en est faite. Et pour ça, ce modèle-ci, qui est un peu particulier, utilise une technique particulière que je vais présenter maintenant, qui s'appelle la simulation récursive. La simulation récursive, c'est quoi? C'est qu'on a la simulation de T étoile, donc ici, ça veut dire qu'on a un temps de simulation qui s'écoule. Et à un certain moment, la simulation de l'ensemble du modèle T étoile est stoppée à la réception d'un événement. Et on a un ensemble de simulations récursives qui sont lancées, c'est-à-dire les simulations du modèle A étoile étoile sont lancées, mais on voit bien, donc dans ces différentes simulations, les flèches qui sont représentées ici, on voit bien qu'elles sont complètement détachées de la simulation de T étoile, puisqu'ici le temps n'avance plus. Et tous ces résultats sont analysés, et les résultats d'expérience sont renvoyés à la simulation T étoile, qui peut seulement alors continuer. Donc on a utilisé cette technique de simulation récursive pour représenter l'interaction qu'il y a entre le modèle T étoile, le reste du modèle T étoile et le modèle A seconde. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de formaliser entièrement cette interaction, et en utilisant notamment le concept de cadre expérimental qui est un peu au cœur de la théorie de la modélisation et de la simulation, mais qu'on utilise ici pour ses propriétés à décrire l'utilisation d'un modèle, et donc à stimuler le modèle A étoile étoile par des trajectoires d'entrée et à récupérer des trajectoires de sortie. Et donc ça nous permet de formaliser entièrement cette relation particulière entre la relation au modèle, ρm étoile, et le modèle. Et donc, on a conçu un modèle de processus expérimental qui est générique et qui a une structure générique
qui est composé de 3 petits sous-modèles. Le premier génère des plans d'expérience, donc des cadres expérimentaux et un ensemble de paramètres, qui sont envoyés à un modèle expérimentateur qui va utiliser la simulation récursive pour calculer les résultats d'expérience et dont les résultats sont envoyés à un modèle analyseur de résultats qui analyse les résultats et soit relance des expériences en stimulant le modèle de générateur expérimental, soit de générateur d'expérience, pardon, soit en envoyant les résultats synthétiques à l'extérieur du modèle de processus expérimental. Et donc, on avait publié cette méthode avec ce qui est remarquable, c'est que le modèle expérimenteur, sa dynamique est entièrement, donc le sous-modèle ici, sa dynamique est entièrement formalisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais elle est générique, donc pour n'importe quel cas d'application, l'utilisation de simulation récursive, elle peut être utilisée. Et il suffira de changer le modèle de générateur de plan d'expérience et le modèle analyseur. Donc ça, c'était pour ce qu'on a développé en informatique pour pouvoir utiliser notre cadre conceptuel. Maintenant, je vais repasser à la partie application. Donc ceux qui avaient décroché peuvent revenir. On change de feuille. Donc pour se remettre dans le bain, on avait une situation réelle ici que j'avais décrite qui était un cas d'école, la triade T. Et on va construire un modèle T étoile en utilisant notre cadre. Donc on va modéliser chacune des entités qui apparaissaient ici. On va la modéliser par un modèle composant. Et tous les modèles composants vont être couplés en utilisant notre cadre informatique pour pouvoir être simulés. Et donc les relations qu'on va avoir en modèle T étoile sont des relations d'expérimentation. Donc le modèle de système cible, qui représente la réalité, on a choisi une grille qui relie des modèles d'unités épidémiologiques. Et donc la grille décrit la structure de connexion entre les unités épidémiologiques. Et à cette grille sont connectés un modèle d'épidémiovigilance qui va détecter ou pas le premier cas, un modèle d'épidémiosurveillance qui va être proactif et observer régulièrement un échantillon des unités épidémiologiques, et un modèle de contrôle, donc un modèle de la restriction d'animaux, qui va modifier les modèles d'unités épidémiologiques pour modifier le taux de transmission qu'il y a entre le paramètre taux de transmission qu'il y a entre les différentes unités épidémiologiques, d'un certain pourcentage. Le modèle utilisé, donc le A étoile, est en fait le même modèle que celui que j'ai décrit dans la situation T. Mais c'est pas gênant, puisque quand on regarde la définition de Minsky, un objet A étoile est un modèle d'un objet A si on peut l'utiliser pour se poser des questions sur A. Mais en l'occurrence, on utilise le même objet A étoile pour se poser des questions sur A et en fait sur son interaction avec le reste d'un système. Donc ce modèle SIS, il est simulé par le processus expérimental, le modèle de processus expérimental, qui est donc notre modèle de l'utilisation qui est faite du modèle A étoile. Et qu'est-ce qu'il va faire ce processus expérimental? Il va effectuer plein de simulations du modèle SIS pour essayer de trouver les paramètres bêta et gamma qui permettent de reproduire le comportement observé par la surveillance. Donc ça sera plus clair quand je présenterai les résultats de simulation. Et non. Ouais, voilà. Reste maintenant le modèle de la décision, qui utilise les résultats du modèle de processus expérimental, donc qui sont les informations bêta et gamma, pour calculer le rapport R0, et qui, à partir de ce rapport, décide s'il va augmenter ou diminuer le contrôle qui est effectué sur l'épidémie. Si R0 est supérieur à 1, il augmente le contrôle. Si jamais R0 est inférieur à 1, il stabilise l'intensité du contrôle. Si jamais R0 est vraiment petit, il est inférieur à R0 toléré, dans ce cas-là, il diminue.
Voilà, donc maintenant qu'on a ce modèle, on va le simuler, on va réaliser des expériences dessus. Donc c'est tout l'intérêt de le construire, de notre cadre. C'est que les expériences qu'on ne pouvait pas réaliser dans la réalité, on va pouvoir les réaliser ici en définissant un ensemble de scénarios qui va constituer un plan d'expérience. Donc on va pouvoir, là c'était la période d'échantillonnage de l'épidémio-surveillance. C'est un paramètre de ce modèle-ci. Donc on peut la régler. Donc on a choisi 3 modalités, une valeur courte, une valeur moyenne, une valeur longue. De la même manière, pour la précision relative désirée, est-ce que on va accepter une grande dispersion des cas ou pas. Ça peut être soit précise, soit peu précise. Donc ça, c'était pour la surveillance. Et de la même manière, pour le modèle du système cible, donc, qui représente la maladie réelle, on peut imaginer une propagation rapide et lente, et donc ça correspond à régler le taux de propagation, le taux de transmission entre les unités épidémiologiques à une valeur faible ou une valeur élevée. Enfin, le fait qu'on connaisse gamma ou pas, ça va être programmé en modifiant le modèle de processus expérimental qui va donc réaliser des expériences différentes sur le modèle SIS pour trouver soit la valeur de bêta et de gamma si on ne connaît pas gamma, soit uniquement la valeur de bêta si jamais on connaît gamma. Donc, en utilisant ces différentes modalités pour ces différents facteurs, on peut construire un plan d'expérience. Et pour chaque combinaison d'expérience, j'ai réalisé 30 simulations, vu que mon modèle est stochastique, de manière à pouvoir effectuer des analyses statistiques sur ce modèle. Et ça nous fait 720 simulations, donc le nombre de combinaisons multiplié par 30, et ça nous fait autant d'expériences qu'on peut analyser. Donc je vais commencer par présenter ce qui se passe lors d'une expérience, lors d'une simulation du système. Donc vu que tout est modélisé, pour chacun des modèles composants, on peut observer le comportement de ce modèle. Donc on commence par observer le comportement du modèle de système cible, donc du modèle de système épidémiologique, et l'évolution de la prévalence, donc c'est la proportion d'individus infectés, au cours de la simulation, qui est tracée ici en traits rouges pleins. Et donc bon, voilà, je prends une simulation. Et en traits rouges pointillés, j'ai tracé une simulation du même modèle, mais sans contrôle, sans surveillance, sans rien, juste pour montrer que si jamais le modèle n'est pas contrôlé, on voit que l'épidémie semble se stabiliser et perdure, alors que dans le cas où le modèle est contrôlé, l'épidémie s'éteint. C'est bien le contrôle qui est responsable de l'extinction de l'épidémie. Maintenant, donc, ça c'est pour le système épidémiologique, il est observé par la surveillance proactive qui, à chaque campagne d'échantillonnage, va échantillonner le système. Et donc j'ai ploté en noir ici, les ronds noirs, pour chaque campagne d'observation, la prévalence dans l'échantillon qui est prélevé, qui est observé par la surveillance proactive. Donc on voit que ça colle assez bien. Maintenant, je rappelle juste que la taille de l'échantillon observée par la surveillance proactive est calculée en fonction de la prévalence du système et en fonction de la précision relative qu'on veut, de la petite cible que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc pour une précision relative donnée, au fur et à mesure de la simulation, la taille d'échantillonnage va changer, et c'est ce que j'ai ploté ici. Donc là, on a la proportion d'unités épidémiologiques échantillonnées, et au cours du temps, on voit son évolution. Donc si on a une faible prévalence, il est nécessaire d'observer beaucoup pour avoir la même précision, alors que si on a une prévalence plus élevée, pour la même précision relative, on peut se permettre d'échantillonner moins. Donc c'est ce qui est réalisé par le modèle de surveillance proactive. Maintenant, on peut observer également le comportement du modèle de processus expérimental, et donc comment il utilise le modèle SIS pour calculer le R0. Donc là, ce graphique est un peu compliqué, mais je vais l'expliquer. À chaque trait vertical bleu correspond une phase de simulation. Et donc, si on prend la première, là,
La phase de simulation a lieu à partir du moment où on a 1, 2, 3, 4, 5 données de surveillance proactive. Et à chaque fois, donc le prélevé suivant, si on a encore 5 données, on va réaliser une autre phase de modélisation, de simulation. Et donc ça, c'est le modèle expérimenteur qui le fait. Si à cette phase-ci, par exemple, on voit que à ce moment-là, le modèle de processus expérimental a calculé le bêta et le gamma qui permettent de fitter aux 5 données qu'il a utilisées pour calibrer le modèle SIS. Bien sûr, la suite de la simulation du modèle SIS ne colle plus du tout aux données observées, puisque le système, donc ici on a l'évolution du contrôle, le système est différent, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, puisqu'on a changé la mesure du contrôle en fonction du résultat de simulation qu'on avait là. Voilà, et donc à chaque fois, la valeur de R0 est calculée en calculant le rapport bêta sur gamma. Et donc ici, on a l'intensité du contrôle en ordonnée qui évolue au cours du temps. Et on voit que lorsque le R0 est supérieur à 1, l'intensité du contrôle est augmentée. Pour la seule fois où le R0 est inférieur à 1, bon, c'est pas la seule, mais pour la première fois où le R0 est inférieur à 1, l'intensité de contrôle est stabilisée. Et lorsque le R0 est vraiment au minimum, l'intensité de contrôle est diminuée. Donc ça, c'était pour une simulation. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de réaliser des analyses statistiques sur un ensemble de simulations. Et pour ça, je veux utiliser des critères qui caractérisent une expérience. Et ces critères, c'est ceux que j'ai présentés tout à l'heure, qui sont la mortalité, la durée de quarantaine, le coût de la surveillance et le coût du contrôle. Donc la mortalité, on peut la calculer comme... on la calcule comme un indicateur du système cible, du modèle de système cible comme l'intégrale de la prévalence, la durée de la période de quarantaine comme la durée pendant laquelle l'épidémie est détectée, le coût de la surveillance comme le nombre d'unités épidémiologiques échantillonnées au cours de la simulation, et le coût du contrôle comme l'intégrale du taux de contrôle sur l'ensemble de la simulation. Et en calculant pour chaque expérience, pour chacune des 720 simulations que j'ai fait, en calculant la valeur de ces critères, on peut effectuer des analyses statistiques et observer dans quel cas certains facteurs qui concernent certaines entités de la triade influent sur certains critères qui concernent également des entités de la triade. Je vais prendre un exemple ici, c'est la précision de la surveillance. On voit que le degré de dispersion donc ça caractérise au niveau quantitatif le degré de dispersion qui est autorisé pour la surveillance proactive. On voit que si on augmente le degré de dispersion autorisé, on n'a aucun effet significatif sur la mortalité, on n'a aucun effet significatif sur la durée de quarantaine, on n'a aucun effet significatif sur le taux de contrôle. Par contre, on a une diminution du coût de la surveillance, normalement, vu c'est un résultat qui n'est pas surprenant, vu qu'on diminue le nombre de villages échantillonnés. Donc, pardon, je n'ai pas expliqué ce tableau. À chaque fois, j'ai mis un plus lorsqu'il y avait une augmentation significative du critère pour une augmentation du facteur, un moins lorsque c'était une diminution significative, et un ensemble vide lorsque la modification n'était pas significative. Voilà, donc la ligne que je viens de présenter là, elle montre que pour les modalités qu'on a choisies, donc vu qu'on n'a pris que 2 valeurs possibles, eh ben, il vaut mieux, et pour les paramètres qu'on a choisis, qu'on a rentrés dans le modèle, il vaudra toujours mieux utiliser une dispersion plus grande, puisque ça n'a aucun impact négatif sur la mortalité, le manque à gagner engendré par l'épidémie. Ça augmente pas le coût du contrôle, et par contre, ça diminue toujours le coût de la surveillance. Voilà, donc en moyenne, il vaut mieux choisir un échantillon avec une précision peu précise. Voilà, donc c'est un peu ça, ce type de résultat qui est intéressant dans la construction de T-étoile, quoi. Et donc, ce que je voulais montrer
en appliquant mon cadre conceptuel à l'exemple épidémiologique, c'est qu'on peut se poser des questions très précises sur l'utilisation qu'on fait du modèle dans le cadre d'une triade, avec un ensemble d'indicateurs qui sont clairement définis. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les expérimenter sur la triade parce qu'on ne va pas déclencher une épidémie et redéclencher pour voir quelle était la meilleure conception de notre système de surveillance ou la meilleure utilisation de notre modèle. Donc, on construit un modèle de toute la triade et ça nous permet de nous poser des questions sur l'utilisation du modèle qu'on fait et d'y répondre avec des outils statistiques. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de mon trèfle à 3 feuilles. Et maintenant, je vais retourner donc dans la petite pousse qui pousse à côté. Et rappeler donc le message que je voulais faire passer, c'est que je propose un cadre conceptuel et opérationnel qui est formalisé et implémenté et une application illustrative à l'épidémiosurveillance. Et en conclusion, en quoi ça répond à la question de recherche que je m'étais posée initialement? Donc c'est le cœur du trèfle à 4 feuilles. La question était comment évaluer le modèle d'un système dynamique qui n'est pas expérimentable. Et la réponse que je propose, donc bien sûr c'est pas la seule, c'est juste une proposition que je fais dans ma thèse, c'est que plutôt que d'étudier uniquement l'adéquation du modèle avec l'objet, on va étudier l'usage du modèle et donc on va utiliser la triade T, la triade de Minsky. Et pour ce faire, pour poser les questions qu'on a sur la triade T, on va utiliser le cadre conceptuel T', donc la triade de triade, qui consiste à construire un modèle T étoile de T. Et le troisième point, c'est que ce modèle T étoile, on peut l'expérimenter et qu'on a un cadre qui est formalisé et implémenté pour le faire. Donc voilà. Et en perspective, au niveau, donc je vais reprendre les trois feuilles que j'avais, qui restent. En perspective au niveau épidémiologique, au niveau de la surveillance épidémiologique, mais de manière plus large, au niveau de la gestion des socio-écosystèmes, qui est un problème important pour le CIRAD. Ce cadre il peut être utilisé pour la formation, pour former les utilisateurs de modèles ici, en leur montrant l'impact d'utiliser un modèle sur un système et en imaginant des scénarios qui permettent de discuter de ça. Et en les simulant et en permettant aux utilisateurs de modèles de les expérimenter. Ça peut être utilisé pour le choix de modèles en épidémiologie, puisqu'on va pouvoir distinguer différentes caractéristiques de modèles ici et différentes caractéristiques de modèles là, et essayer de voir pour quel type de modèle A étoile étoile, donc ici, on arrive à contrôler ce modèle AC étoile là. Et donc, si on définit comme ça des typologies de systèmes et des typologies de modèles, donc typiquement la typologie de système ici, ça peut être un système qui est connecté d'une certaine manière. Un graphe d'interaction, un graphe de contact infectieux, un réseau de contacts infectieux différents. Et on va pouvoir déterminer pour quel type de réseau infectieux, pour quel type de réseau infectieux on peut utiliser quel type de modèle. Et excusez-moi. Et enfin, ce cadre ici, il peut aussi être utilisé, je pense, pour concevoir des systèmes de gestion des socio-écosystèmes qui soient basés sur la simulation. C'est-à-dire pour concevoir des systèmes de surveillance, ici par exemple dans le cas de l'épidémiologie, et des systèmes de contrôle et un système de décision qui soient entièrement organisés sur la base des résultats de simulation qu'on a là, et de l'utilisation, du modèle qu'on a là, et surtout des résultats de simulation qu'on a ici, et de l'ensemble des expériences qu'on fait. Et des systèmes ainsi conçus, on peut les expérimenter dans T étoile, et ça permettrait de les utiliser dans la vraie vie pour contrôler les épidémies. Voilà, donc ça c'est pour l'apport pour la gestion des socio-écosystèmes. Maintenant, au niveau plus général de notre cadre conceptuel, on s'est intéressé quand même là à un cas bien particulier, qui est le cas de l'épidémiologie, dans lequel les modèles ici AB étoile qui sont construits dans des objectifs d'asservissement de l'objet A, c'est-à-dire pour
pour arriver à contrôler l'objet A. Donc forcément, toutes ces étapes-là de relation au modèle, de décision au niveau de l'observateur, elles sont connues puisque les modèles sont faits pour ça, pour prendre des décisions. Donc c'est assez facile de construire le modèle T étoile, comme on l'a fait. Maintenant, dans la communauté qui nous entoure, notamment la communauté de chercheurs en modélisation, ou en écologie, il y a beaucoup de cas dans lesquels les triades sont un peu différentes et le modèle A étoile est utilisé par l'observateur B, donc par un chercheur, pour répondre à des questions qu'il a sur A, mais pas forcément à des fins de décision, juste pour comprendre le fonctionnement de A. Et ben, dans ce cas aussi, on pense qu'on peut se poser des questions sur ce fonctionnement et sur la manière dont un modèle nous apporte des réponses sur A, et pour ça, il peut être intéressant d'utiliser notre cadre T étoile et de l'expérimenter. Donc ça, c'est plutôt une perspective. J'y ai pas vraiment, j'aurais pas de méthode pour faire ça, mais je pense que c'est possible. Ça, c'était pour l'avenir du cadre conceptuel. Et enfin, en informatique, pour la théorie de la modélisation et de la simulation, on pense qu'on pourrait aller vers un nouveau type de devs, RDevs, Recursive Devs, qui permettent une formalisation complète d'un couplage asynchrone entre un modèle et un autre, en utilisant le modèle expérimenteur tel qu'il est formalisé, et donc le concept de cadre expérimental. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc je voulais remercier l'équipe Agir et l'équipe Green qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé, et dont tout ça vient de manière indirecte. Les développeurs et les utilisateurs de l'environnement VLE qui étaient toujours disponibles et qui m'ont beaucoup aidé pour répondre à des questions d'ordre informatique et même d'ordre général. Et l'AIT, l'Asian Institute of Technology, qui m'a accueilli pendant 6 mois. Et voilà, tout le monde. Merci.